1998, la France championne du monde de football. Et partout, dans chaque ville, dans chaque centre commercial, il y avait une enseigne où les familles se précipitaient pour acheter le maillot bleu, le ballon officiel, les crampons de leurs enfants. Ce n'était pas Decathlon, c'était Go Sport. À son apogée, Go Sport comptait plus de 300 magasins. En France, en Belgique, en Pologne, au Maroc, des milliers d'employés. Une génération entière qui a tenu sa première paire de Nike entre les mains sous ses néons. Et qui n'oubliera jamais ce moment. Puis, en janvier 2023, tout s'est effondré. Pas à cause des clients, pas à cause des produits, mais à cause de décisions prises dans des salles de réunion que personne n'avait jamais vues. Par des hommes qui géraient des milliards de dettes dans lesquelles GoSport n'était qu'une ligne parmi d'autres. 2400 employés, 87 magasins menacés. Une marque que des millions de Français aimaient sincèrement, utilisée comme garantie financière, puis abandonnée. Comment une enseigne aimée de tout un pays peut-elle devenir l'otage d'une crise qu'elle n'a pas créée? C'est l'histoire de GoSport et de tous ceux qui lui appartenaient. Tout commence à Grenoble. Pas à Paris, pas à Lyon, à Grenoble. Il faut comprendre ce que représente cette ville en 1978. Grenoble n'est pas une ville ordinaire. C'est la capitale française des sports d'hiver. 10 ans plus tôt, en 1968, elle avait accueilli les Jeux olympiques d'hiver, les premiers retransmis en couleur à la télévision française. Les montagnes entourent la ville de toutes parts. Ici, le sport n'est pas un loisir, c'est une façon de vivre. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'entrepreneurs français décide de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Un magasin de sport moderne, structuré, accessible, qui ne s'adresse pas seulement aux athlètes confirmés, mais à tout le monde, aux familles, aux enfants, aux gens ordinaires qui veulent encore pratiquer un sport sans se ruiner. L'idée est simple, et c'est précisément sa force. En France, en 1978, acheter des équipements sportifs de qualité est compliqué. Les petits détaillants spécialisés sont chers et peu accessibles. Les grandes surfaces généralistes proposent du matériel bas de gamme. Il n'existe pas de chaîne nationale capable de regrouper sous un même toit les grandes marques internationales, Nike, Adidas, Rossignol, à des prix raisonnables, dans un espace pensé pour le client. GoSport naît pour combler ce vide. Le premier magasin ouvre ses portes à Grenoble. L'espace est organisé par univers sportif, ski, football, tennis, running. Les murs sont clairs, l'éclairage est soigné. Les produits sont exposés comme s'ils avaient de la valeur, parce qu'ils en ont. Les employés portent des tenues sport. Ils connaissent leurs produits. Ils pratiquent eux-mêmes les disciplines qu'ils conseillent. C'est une rupture totale avec ce qui existait avant. Imaginez ce premier matin. Un père entre avec son fils de 10 ans. Le garçon veut faire du ski. Son école organise une classe de neige en février. Le père n'a pas beaucoup d'argent, mais il veut bien faire les choses. Dans un petit magasin de sport traditionnel, il se serait senti perdu, peut-être même jugé. Ici, un vendeur s'approche, demande l'âge de l'enfant, son niveau, la durée du séjour. Il guide, il conseille sans pression. Il propose plusieurs options à différents prix. Le père repart avec ce qu'il lui faut. Ni trop peu, ni trop cher. Ce scénario, il va se répéter des millions de fois, dans des dizaines de villes, pendant des décennies, car la vision fondatrice de GoSport repose sur une conviction profonde. Le sport est un droit, pas un privilège. Les grandes marques ne doivent pas être réservées à ceux qui ont les moyens de fréquenter les boutiques chics des centres-villes. Un enfant de la classe moyenne doit pouvoir enfiler une vraie paire d'Adidas. Un amateur de tennis doit pouvoir trouver une raquette digne de ce nom sans hypothéquer son moi. Cette philosophie va définir l'identité de GoSport pendant ses meilleures années. Dès le début des années 1980, l'enseigne commence à essaimer, d'abord en Isère, puis en Rhône-Alpes, puis progressivement vers les grandes métropoles françaises. Chaque ouverture attire les mêmes clients, des familles, des jeunes, des sportifs du dimanche qui découvrent pour la première fois qu'un magasin peut leur ressembler. GoSport ne vend pas seulement des équipements. GoSport vend l'idée que le sport est pour eux. Et pendant un long moment, cette idée suffit à tout. Mais pour comprendre comment GoSport est devenu l'enseigne que des millions de Français ont aimée, il faut entrer dans les années 1990.
Il faut sentir l'air de ces magasins au moment où la France entière tombe amoureuse du sport. Il faut comprendre ce que représentait, pour une génération entière, le simple fait de pousser ses portes. Les années 1990 changent tout, pas seulement pour GoSport. Pour la France entière, le sport devient culture, il devient identité, il devient la langue commune d'une génération qui grandit avec Canal+, avec les premières retransmissions de la NBA, avec Michael Jordan sur les murs des chambres et les logos Nike sur les sacs d'école. Le sport n'est plus seulement une activité physique, c'est un mode d'expression. Et GoSport se trouve exactement au bon endroit, au bon moment. Dans chaque grande ville française, les centres commerciaux poussent comme des champignons. Les familles y passent leur samedi. Et dans ces temples de la consommation, GoSport occupe toujours une position stratégique. Souvent en entrée de galerie, toujours bien éclairé, toujours animé. On le repère de loin. L'enseigne orange et bleue est devenue un repère. Entrer dans un GoSport à cette époque, c'est une expérience à part entière. L'odeur d'abord, ce mélange particulier de caoutchouc neuf, de tissu synthétique et d'air climatisé qui est devenu pour toute une génération le parfum du désir. Puis les couleurs, le rouge Nike, le noir et blanc, Adidas, le jaune des maillots de cyclisme, le bleu des combinaisons de ski, les chaussures exposées sur des présentoirs inclinés, sous des spots qui les font briller comme des objets précieux, les ballons alignés par taille et par discipline, les raquettes suspendues en rangées parfaites, et les employés, jeunes, passionnés, formés. Ce ne sont pas des vendeurs ordinaires, ce sont des pratiquants. Celui qui conseille les chaussures de running court le dimanche matin. Celui qui guide vers les skis de fond a grandi dans les Alpes. Cette authenticité se sent. Elle crée une confiance que les grandes surfaces généralistes ne peuvent pas reproduire. Pour les enfants, GoSport est un lieu de désir absolu. Prenez un garçon de 12 ans en 1994. Son équipe de foot préférée vient de changer de maillot. Il a vu la publicité à la télévision. Il n'a qu'une idée en tête. Ce maillot, ces crampons, cette paire de Nike Total 90 dont tous ses camarades parlent. Sa mère l'emmène le samedi après-midi. Il pousse les portes du GoSport du centre commercial. Il avance dans le rayon football comme s'il entrait dans un sanctuaire. Il prend le maillot. Il le tient contre lui devant le miroir. Sa mère regarde le prix, hésite, puis acquiesce. Ce moment-là, ce petit moment ordinaire entre une mère et son fils, se reproduit chaque semaine dans des centaines de magasins, dans toute la France. C'est cela, la vraie puissance de GoSport. Pas les chiffres, pas les parts de marché. Ces millions de moments privés où une marque devient le théâtre d'un souvenir familial. Et puis arrive 1998. La France organise la Coupe du Monde. Le pays vit au rythme des matchs. Le 12 juillet 1998, Zidane marque 2 fois de la tête au Stade de France. La France bat le Brésil 3-0. C'est la première étoile. Le pays explose de joie. Le lendemain matin, les GoSport de toute la France sont pris d'assaut. Les maillots bleus partent en quelques heures. Les ballons officiels de la compétition sont épuisés avant midi. Les familles font la queue devant les rayons football. Les employés réassortissent les rayons en direct, incapables de suivre la demande. Ce jour-là, GoSport n'est plus seulement un magasin de sport. Il est le lieu où la France célèbre sa victoire. Aucune campagne publicitaire n'aurait pu acheter ce moment. Pour les employés qui travaillent à cette époque, il y a une fierté particulière à porter l'uniforme GoSport. C'est une enseigne qui a du sens. Les clients vous respectent parce qu'ils savent que vous connaissez votre métier. Les formations internes sont sérieuses. Les perspectives d'évolution existent. Un jeune vendeur peut devenir responsable de rayon, puis directeur adjoint, puis directeur de magasin. La maison forme ces gens et les garde. Cette stabilité crée une culture d'entreprise solide, des équipes de soudés, des magasins où les mêmes visages reviennent depuis des années et où les clients réguliers sont accueillis par leur prénom. GoSport construit aussi pendant cette décennie une présence internationale. En Belgique d'abord, où l'enseigne s'implante naturellement grâce à la proximité culturelle. Puis en Pologne, marché en pleine transformation économique où la classe moyenne naissante aspire exactement à ce que GoSport propose. Des marques internationales, une expérience de qualité, des prix accessibles. Puis au Maroc, où l'enseigne devient rapidement une référence dans les grandes villes. Cette expansion internationale n'est pas anecdotique.
Elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que GoSport représente. L'idée que le sport en tant que culture commune transcende les frontières. Partout où GoSport s'installe, il apporte la même promesse. Le sport est pour vous. Au tournant des années 2000, GoSport est à son apogée. Plus de 250 magasins, une présence dans 8 pays. Une marque que des millions de familles associent aux meilleurs moments de leur vie sportive. Les premières chaussures, le premier vélo, le premier maillot de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui pouvait bien menacer tout cela? La réponse n'était pas dans les rayons. Elle n'était pas dans les vestiaires d'essayage, ni derrière les caisses. Elle était ailleurs, dans des bilans comptables, dans des montages financiers complexes, dans les décisions d'hommes qui n'avaient jamais mis les pieds dans un magasin GoSport de leur vie. Mais en l'an 2000, personne ne le sait encore. Les néons brillent, les clients entrent, les employés sourient, et GoSport continue d'avancer, sans savoir ce qui l'attend. À la fin des années 1980, GoSport prend une décision qui va changer sa nature profonde. Jusqu'ici, l'enseigne est une réussite régionale. Grenoble, l'Isère, Rhône-Alpes, un territoire maîtrisé, des équipes soudées, une clientèle fidèle. Le modèle fonctionne. Les magasins sont rentables. La réputation est solide. Il serait raisonnable de consolider, d'affiner, de croître lentement. Mais le marché n'attend pas. En France, à cette époque, la grande distribution vit une révolution silencieuse. Les centres commerciaux de périphérie se multiplient à une vitesse stupéfiante. Les hypermarchés Carrefour et Auchan colonisent les entrées de ville. Les zones commerciales s'étendent le long des nationales et des rocades. Une nouvelle géographie du commerce français est en train de se dessiner, et les enseignes qui n'y prennent pas leur place rapidement risquent de ne jamais la trouver. GoSport choisit d'y prendre sa place. La stratégie est claire, s'implanter dans les nouveaux centres commerciaux régionaux, là où les familles françaises se rendent chaque week-end, là où le flux de clientèle est garanti, là où la visibilité est maximale. Ce n'est pas une stratégie originale, c'est une stratégie efficace, et GoSport l'exécute avec méthode. Les ouvertures s'enchaînent, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lille. Chaque grande métropole française voit apparaître son GoSport, toujours dans les centres commerciaux les plus fréquentés, toujours avec le même format, la même identité visuelle, la même promesse. Le modèle de développement repose sur deux piliers. Le premier est la gestion directe. GoSport ouvre et exploite ses propres magasins, contrôle les recrutements, les assortiments, les prix. Cette cohérence garantit une expérience client homogène d'un bout à l'autre du territoire. Un client de Grenoble qui pousse les portes d'un GoSport à Bordeaux retrouve exactement ce qu'il connaît. Les mêmes rayons, les mêmes marques, le même accueil. Le second pilier est la franchise. Pour accélérer l'expansion sans immobiliser des capitaux trop importants, GoSport développe parallèlement un réseau de franchisés, des entrepreneurs indépendants qui exploitent des magasins sous l'enseigne GoSport en échange de redevances et dans le respect d'un cahier des charges strict. Ce modèle mixte permet à l'enseigne de croître vite. Trop vite, peut-être, car la franchise introduit une variable que la gestion directe ne connaît pas, l'hétérogénéité. Un franchisé investi, passionné, bien capitalisé peut faire d'un magasin GoSport une référence locale. Un franchisé moins engagé, confronté à des difficultés financières ou à une concurrence inattendue, peut faire de ce même magasin une source de problèmes. La marque est la même sur les deux enseignes. L'expérience client, elle, peut être radicalement différente. Cette tension entre expansion rapide et cohérence de l'expérience va accompagner GoSport pendant toute sa croissance. Au début des années 1990, l'enseigne franchit une nouvelle étape en regardant au-delà des frontières françaises. La Belgique d'abord, marché naturel, proximité culturelle et linguistique, clientèle aux habitudes de consommation proches. Les premiers magasins belges ouvrent sans difficulté majeure et confirment que le modèle est exportable. Puis la Pologne. Ce choix est plus audacieux. Le pays sort de 40 ans de communisme. Sa classe moyenne est naissante, avide de marques occidentales, de produits qui portent les logos qu'elle a vus sur les écrans de télévision depuis la chute du mur. GoSport arrive en Pologne comme une promesse, l'accès aux grandes marques internationales dans un espace moderne, bien éclairé, avec des vendeurs formés. Le succès est immédiat et significatif.
La Pologne devient l'un des marchés les plus dynamiques de l'enseigne. Les ouvertures s'enchaînent dans les grandes villes. Varsovie, Cracovie, Wrocław. GoSport y construit une présence solide qui durera jusqu'à la crise. Le Maroc suit, autre marché en développement, autre classe moyenne aspirationnelle, même appétit pour les marques sportives internationales. Casablanca, Rabat, Marrakech voient apparaître leurs magasins GoSport. À son apogée géographique, l'enseigne est présente dans 8 pays, plus de 300 points de vente, des milliers d'employés sur 3 continents. Pour les équipes qui vivent cette expansion de l'intérieur, c'est une période exaltante. Les ouvertures sont des événements. Former une nouvelle équipe, préparer un nouveau magasin, accueillir les premiers clients dans un espace encore immaculé. Il y a dans ces moments une énergie particulière qui soude les gens et leur donne le sentiment de participer à quelque chose qui compte. Mais l'expansion a un prix que les tableaux de bord ne mesurent pas toujours bien. Chaque nouveau magasin est un bail commercial signé pour 9 ans, parfois 12. Chaque nouveau marché est une structure juridique locale, une équipe à recruter, une logistique à organiser. Chaque franchisé est un partenaire dont il faut accompagner la croissance, tout en maintenant les standards de l'enseigne. Quand tout va bien, quand les ventes progressent, quand les marques continuent d'alimenter les rayons, quand les clients sont au rendez-vous, ce réseau dense est une force extraordinaire. Quand quelque chose se grippe, ce même réseau devient un poids considérable. Des baux qu'on ne peut pas résilier, des marchés qu'on ne peut pas abandonner sans perte, des franchisés qu'on ne peut pas laisser tomber sans conséquences juridiques et humaines. GoSport construit, pendant ces années d'expansion, une architecture commerciale impressionnante, solide en apparence, rigide en profondeur. Et la rigidité, quand les vents changent de direction, ne plie pas. Elle casse. Il y a des moments dans l'histoire d'une entreprise où elle cesse d'être une enseigne commerciale pour devenir quelque chose de plus grand. Quelque chose qui appartient aux gens. GoSport atteint ce seuil au tournant des années 2000. À cette époque, l'enseigne compte plus de 300 magasins répartis dans 8 pays. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, ne dit pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce que représente GoSport dans la vie quotidienne des Français. Ce n'est plus seulement un magasin où l'on achète des chaussures. C'est un repère, un rituel, une institution. Les familles françaises ont intégré GoSport dans le calendrier de leur vie. La rentrée de septembre, d'abord. Chaque année, la même scène se répète dans des centaines de magasins. Des parents avec leurs enfants, liste en main, qui font le tour des rayons pour équiper la nouvelle saison sportive. Les chaussures de foot pour le club du mercredi, le survêtement pour les cours de gym, la veste imperméable pour les sorties scouting. GoSport est le fournisseur officiel de l'enfance sportive française. Puis vient novembre. Et avec novembre, la question qui revient chaque année dans des millions de foyers, qu'est-ce qu'on offre pour Noël? Pour beaucoup de familles, la réponse passe par GoSport. Les bons cadeaux circulent. Les parents notent discrètement les références des articles que leurs enfants ont regardés trop longuement lors du dernier passage en magasin. GoSport devient une composante naturelle de la tradition du cadeau de Noël. Pratique, désirable, accessible. Et puis, il y a les grands moments du sport français. En 2003, le Tour de France célèbre son centenaire. Lance Armstrong remporte sa 5e victoire consécutive. Le vélo envahit les conversations, les terrasses, les écrans. Dans les magasins GoSport, les rayons cyclisme sont dévalisés. Des familles entières découvrent le vélo de route. Des pères achètent leur premier cuissard. Des enfants reçoivent leur premier casque aérodynamique. GoSport est là, au cœur de cette fièvre collective. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie cohérente. Être présent partout où le sport français vit. Pour les employés qui travailleront dans l'enseigne à cette époque, il existe une fierté difficile à décrire avec des mots. Travailler chez GoSport, c'est être associé à quelque chose que les gens aiment. Les clients ne viennent pas à contre-cœur comme on se rend dans une administration. Ils viennent avec plaisir, souvent avec leurs enfants, parfois avec leurs parents. Ils sont contents d'être là. Et cette énergie positive, elle se transmet aux équipes. Un ancien responsable de magasin à Bordeaux se souvient de ces années-là comme des meilleures de sa carrière. Les équipes étaient irrésistables. Les clients étaient fidèles. Certains venaient depuis l'ouverture du magasin. Ils connaissaient les vendeurs par leur prénom, demandaient de leurs nouvelles, revenaient chaque saison comme on revient chez un ami de confiance.
Ce lien entre une enseigne et sa clientèle, il ne s'achète pas. Il se construit sur des années de cohérence et de respect. GoSport bénéficie aussi, pendant cette période, d'un avantage concurrentiel clair sur son grand rival Decathlon. Les deux enseignes coexistent depuis des années, mais elles ne jouent pas le même match. Decathlon mise sur ses marques propres, des produits fabriqués spécifiquement pour l'enseigne, vendus à des prix imbattables. C'est une stratégie efficace pour le client qui veut du volume et du prix. Mais GoSport propose autre chose, les vraies marques, Nike, Adidas, Puma, The North Face, Salomon. Pour le client qui veut une paire d'Air Max authentique, pour l'adolescent qui ne veut pas une imitation mais l'original, pour le sportif confirmé qui connaît les différences techniques entre les modèles, GoSport est l'enseigne qui répond à ce besoin. Cette complémentarité apparente entre les deux géants masque en réalité une tension profonde. Deux visions du marché, deux paris sur l'avenir du commerce sportif en France. Et pendant longtemps, les deux semblent pouvoir coexister. Liesse d'une génération entière qui grandit entre ces deux enseignes, certains clients sont Decathlon pour l'équipement de base, GoSport pour les grandes occasions. Le premier maillot de l'équipe de France, on l'achète chez GoSport. Parce que c'est GoSport qui a le vrai, l'officiel, celui dont on est fier. Est-ce que quelqu'un, en 2003, en poussant les portes d'un GoSport illuminé un samedi après-midi, pouvait imaginer que tout cela était fragile, que la force apparente de l'enseigne dissimulait une vulnérabilité structurelle dont personne sur le terrain n'avait encore mesuré la profondeur? Non, personne ne le voyait, parce que les magasins étaient pleins, parce que les employés étaient motivés, parce que les clients revenaient, mais loin des rayons et des caisses, dans les étages supérieurs d'un conglomérat financier dont la plupart des Français n'avaient jamais entendu le nom, quelque chose avait commencé à se fissurer, silencieusement, inexorablement. L'enseigne que la France aimait allait bientôt découvrir qu'elle n'appartenait pas vraiment à ceux qui l'aimaient. Les crises ne commencent jamais par une explosion. Elles commencent par un silence, un budget qui ne revient pas, une réunion annulée sans explication, une commande qui tarde, un mail resté sans réponse. Pour les équipes GoSport, les premiers signaux apparaissent progressivement à partir du milieu des années 2000. Ils sont discrets, isolés, faciles à rationaliser. Un directeur de magasin à Lyon remarque que le budget de rénovation de son point de vente, prévu depuis 2 ans, vient d'être reporté une 3e fois. À Lille, une responsable de rayon constate que certaines références Nike manquent à la commande. Pas toutes, juste quelques-unes, mais les meilleures, celles que les clients demandent en premier. À Paris, un chef de secteur apprend que le poste vacant dans son équipe ne sera pas remplacé avant la fin de l'année. Chacun de ces signaux, pris isolément, semble banal. Ensemble, ils dessinent quelque chose d'inquiétant. Mais avant de comprendre ce qui se passe en interne, il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parce que GoSport fait face, simultanément, à deux pressions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui vont, ensemble, l'étrangler lentement. La première pression vient de Decathlon. Pendant que GoSport maintient son modèle multimarque, Decathlon perfectionne le sien. L'enseigne de Villeneuve d'Ascq investit massivement dans ses marques propres. Quechua pour la randonnée, Kipsta pour le football, Domios pour le fitness. Ces marques ne sont pas des imitations bas de gamme. Ce sont des produits sérieux, développés par des ingénieurs, testés par des athlètes, vendus à des prix que GoSport ne peut tout simplement pas concurrencer. Le résultat est arithmétique. Un short de football Kipsta coûte 8 €, l'équivalent Nike chez GoSport en coûte 25. Pour la famille qui équipe 3 enfants, le calcul est vite fait. Et progressivement, une partie de la clientèle populaire de GoSport migre vers Decathlon. Non pas par désaffection, mais par nécessité économique. GoSport perd le bas du marché, et dans le même temps, il commence à perdre le haut. Car la deuxième pression vient d'Internet. À partir de 2008, les plateformes e-commerce se structurent. Zalando arrive en France en 2010 et bouleverse immédiatement le marché de la chaussure et du textile sportif. Amazon renforce son offre. Les sites spécialisés comme Runner's Need ou Wiggle captent les sportifs confirmés qui savent exactement ce qu'ils veulent et comparent les prix en quelques clics. Or, le positionnement de GoSport repose entièrement sur les grandes marques. Nike, Adidas, The North Face.
Ces mêmes marques que l'on trouve désormais en ligne, souvent moins chères, toujours disponibles, livrées en 48 heures. La valeur ajoutée du vendeur en magasin, le conseil, l'expertise, l'expérience d'achat, ne suffit plus à justifier la différence de prix pour un nombre croissant de clients. GoSport se retrouve pris en étau. Decathlon par le bas, Internet par le haut. Et au milieu, une enseigne dont le modèle économique a été construit pour un monde qui est en train de changer. La direction nationale voit-elle le problème? Probablement. Mais ici intervient le troisième facteur, le plus dévastateur de tous et le moins visible depuis les magasins. GoSport appartient au groupe Rally, lui-même contrôlé par Casino, le géant de la grande distribution française dirigé par Jean-Charles Naouri. Et Casino, depuis le début des années 2010, est engagé dans une stratégie d'expansion internationale extrêmement agressive. Brésil, Colombie, Vietnam, financé par un endettement colossal. Les chiffres donnent le vertige. La dette nette du groupe Casino atteint plusieurs milliards d'euros. Pour financer cette expansion, le groupe a recours à des montages financiers complexes, des holdings imbriqués les unes dans les autres, des emprunts garantis par des actifs, des filiales utilisées comme levier de financement. GoSport est l'une de ces filiales. L'enseigne sportive ne génère pas de pertes catastrophiques. Elle est rentable, modestement mais régulièrement. Mais dans la logique du groupe, sa rentabilité n'est pas suffisante pour justifier les investissements qu'elle nécessiterait pour rester compétitive. Chaque euro investi dans GoSport est un euro qui ne va pas financer l'expansion brésilienne de Casino. Alors les investissements sont différés, puis réduits, puis supprimés. Les conséquences se voient dans les magasins. Des enseignes qui ne sont plus remplacées quand elles tombent en panne. Des moquettes usées qu'on ne change pas. Des systèmes informatiques obsolètes qu'on recycle plutôt que de moderniser. Un site e-commerce lancé trop tard, avec trop peu de moyens, incapable de rivaliser avec Zalando ou Amazon. Une application mobile pensée en comité, sans vision claire, abandonnée à mi-chemin. Les clients les plus fidèles commencent à remarquer quelque chose. Pas quelque chose de précis, juste une impression. Un sentiment que les magasins qu'ils fréquentent depuis 20 ans ont vieilli, que l'énergie n'est plus tout à fait la même, que les vendeurs semblent moins nombreux, moins enthousiastes, parfois moins bien informés. Ces clients-là continuent de venir, par habitude, par fidélité. Mais quelque chose s'est imperceptiblement déplacé. Les employés qui travaillent dans l'enseigne à cette époque vivent une période étrange. Les magasins tournent encore, les clients sont là, les ventes continuent, mais il y a dans l'air une inquiétude diffuse que personne ne nomme vraiment. On parle de restructuration possible, de cessions envisagées, de plans stratégiques qui changent tous les 18 mois sans jamais aboutir. Les gens qui ont consacré 10, 15, 20 ans de leur carrière à GoSport commencent à se poser des questions qu'ils n'auraient jamais imaginé poser. Est-ce que les personnes qui prennent les décisions au sommet de ce groupe ont seulement conscience de ce que représente GoSport pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui continuent de lui faire confiance? La réponse, on la découvrira bientôt, et elle sera plus brutale que quiconque ne l'avait anticipé. Pour comprendre ce qui arrive à GoSport, il faut quitter les magasins. Il faut monter très haut, jusqu'aux étages où personne ne parle de chaussures de running ni de maillots de football, où l'on parle de dette, de holding, de ratios financiers, d'actifs à valoriser et de filiales à arbitrer. Il faut entrer dans le monde de Casino. Jean-Charles Naouri prend le contrôle du groupe Casino au début des années 2000. C'est un homme brillant, ancien élève de l'école normale supérieure, ancien inspecteur des finances, ancien directeur de cabinet du ministre de l'économie Pierre Bérégovoy. Son intelligence est indiscutable, sa vision stratégique aussi. Mais cette vision repose sur un pari fondamental, la croissance par l'endettement. Le principe est simple à énoncer, dévastateur à exécuter. On emprunte pour acquérir, on acquiert pour générer du cash flow. On utilise ce cash flow pour rembourser les emprunts et en contracter de nouveaux. Chaque filiale du groupe devient à la fois une source de revenus et une garantie de dette. Le système fonctionne. Tant que les marchés sont favorables, tant que les taux d'intérêt restent bas, tant que rien ne vient perturber l'équilibre fragile de cet édifice financier.
GoSport entre dans cette logique non pas comme un acteur central, mais comme un rouage parmi d'autres. L'enseigne sportive est intégrée à la structure Rally SA, la holding personnelle de Jean-Charles Naouri qui contrôle Casino. Rally emprunte en utilisant ses participations comme garantie. Casino emprunte, les filiales de Casino empruntent, la dette s'accumule à chaque étage de la pyramide. Et GoSport, quelque part dans cette construction vertigineuse, sert de caution silencieuse à des opérations financières dont ses employés et ses clients n'ont aucune connaissance. Ce n'est pas illégal. C'est même parfaitement ordinaire dans le monde des grands groupes cotés, mais c'est profondément, structurellement dangereux pour une enseigne qui a besoin d'investissements réguliers pour rester compétitive. Car pendant que Casino s'endette pour financer son expansion au Brésil, en Colombie, en Asie du Sud-Est, pendant que les banques continuent de prêter parce que le groupe est coté et que ses actifs semblent solides, GoSport, lui, attend. Il attend les budgets de rénovation qui ne viennent pas. Il attend la stratégie digitale qui ne se concrétise jamais. Il attend les investissements en logistique qui auraient pu lui permettre de rivaliser avec Zalando. Il attend. Et pendant qu'il attend, le monde du commerce sportif continue de se transformer sans lui. Les premières alertes publiques arrivent en 2019. Cette année-là, les agences de notation financière commencent à dégrader la note de Casino. Les investisseurs s'inquiètent. La dette nette du groupe dépasse les 6 milliards d'euros. Rally SA, la holding de tête, n'est plus en mesure d'assurer le service de ses propres dettes. En mai 2019, Rally SA se place sous procédure de sauvegarde, une forme de protection judiciaire qui suspend les poursuites des créanciers et donne au groupe le temps de se restructurer. C'est le début de la fin, pas immédiatement. Pas de façon visible pour les clients qui entrent dans les magasins GoSport ce printemps-là. Mais en coulisses, la logique devient implacable. Casino doit vendre des actifs pour réduire sa dette. GoSport figure sur la liste des actifs cessibles. Des discussions s'engagent avec des repreneurs potentiels. Des audits sont commandés. Des banquiers d'affaires sont mandatés. Pendant ce temps, dans les magasins, la vie continue. Un responsable de magasin à Marseille apprend la nouvelle de la procédure de sauvegarde de Rally en lisant Le Monde sur son téléphone, pendant sa pause déjeuner. Il comprend vaguement que c'est grave. Il ne comprend pas encore à quel point. Le soir même, plusieurs membres de son équipe lui posent des questions. Il n'a pas de réponse. La direction nationale n'a pas communiqué. Le silence dans ces moments-là est une forme de réponse en soi. Les mois qui suivent sont une période d'incertitude paralysante. Les négociations pour la cession de GoSport s'étirent. Les repreneurs potentiels se succèdent. Certains se retirent après les audits. Ils découvrent des contrats de bail trop lourds, des investissements en retard trop importants, une transition digitale trop incomplète pour être rattrapée rapidement. D'autres restent intéressés mais négocient âprement le prix. Pendant ces mois d'incertitude, GoSport continue de fonctionner. Les employés continuent de venir. Les clients continuent d'acheter. Mais l'entreprise est en état de survie, pas de développement. Aucun nouveau magasin n'ouvre. Aucun investissement significatif n'est engagé. Les décisions stratégiques sont suspendues dans l'attente d'une issue que personne ne peut garantir. C'est dans ce contexte que la pandémie de Covid-19 arrive, en mars 2020. Les magasins ferment du jour au lendemain, pendant des semaines, puis des mois par intermittence. Le chiffre d'affaires s'effondre. Les charges fixes, loyers, salaires, remboursements de dettes continuent de courir. GoSport, comme l'ensemble du commerce non alimentaire, survit grâce au dispositif de chômage partiel et au report de charges accordés par l'État. Mais la crise sanitaire ne crée pas les problèmes de GoSport, elle les accélère. Quand les magasins rouvrent, le comportement des consommateurs a changé. Le commerce en ligne a progressé de façon spectaculaire pendant les confinements. Des millions de Français qui n'achetaient jamais en ligne ont pris l'habitude de commander depuis leur canapé. Decathlon, qui avait investi tôt et massivement dans son infrastructure digitale, capte une part significative de cette nouvelle demande. GoSport, avec son site e-commerce sous-développé, regarde le train passer. L'addition est cruelle. Une enseigne structurellement sous-investie. Un marché en transformation accélérée. Une maison mère en restructuration financière permanente. Et une crise sanitaire qui a redistribué les cartes du commerce de détail en 18 mois. En 2022, la situation de Casino devient critique.
Le groupe est contraint de vendre des actifs à un rythme accéléré pour faire face à ses engagements. GoSport ne trouve pas preneur dans les conditions espérées. Les négociations traînent. Les banques s'impatientent. Et qui paie le prix de tout cela? Pas Jean-Charles Naouri, qui négocie depuis ses bureaux parisiens. Pas les banquiers qui ont structuré les montages financiers. Pas les actionnaires qui ont touché leurs dividendes pendant les années fastes. 2400 employés qui sont allés travailler chaque matin en croyant que leur entreprise leur appartenait autant qu'à n'importe qui d'autre. Des hommes et des femmes qui avaient construit leur vie professionnelle autour d'une enseigne, qui avaient refusé des offres d'ailleurs parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, qui avaient formé des collègues, fidélisé des clients, porté une marque avec fierté pendant des années. Ces gens-là n'avaient pas créé les dettes de rallye, ils n'avaient pas décidé de l'expansion brésilienne de Casino, ils n'avaient jamais vu les bilans financiers qui scellaient leur sort. Ils avaient juste fait leur travail, avec sérieux, avec engagement, avec la conviction que cela suffisait. Et qui était censé les protéger? La réponse arrive en janvier 2023, froide, brutale, sans préambule. Le 3 janvier 2023, GoSport se place sous procédure de redressement judiciaire. L'information tombe un mardi matin. Les agences de presse la reprennent en quelques minutes. Les journaux économiques publient leurs analyses dans l'heure. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Surprise, tristesse, colère. 2400 employés, 87 magasins en France. Une enseigne qui existe depuis 45 ans. Les chiffres circulent. Mais derrière les chiffres, il y a des visages. Dans un magasin de la banlieue de Lyon, une directrice adjointe apprend la nouvelle sur son téléphone, dans sa voiture, avant d'aller prendre son poste. Elle reste immobile plusieurs minutes. Elle travaille chez GoSport depuis 16 ans. Elle a commencé comme vendeuse à temps partiel pendant ses études. Elle a gravi les échelons un par un. Elle connaît chaque membre de son équipe par son prénom, connaît les habitudes de ses clients réguliers, connaît les recoins de son magazine mieux que son propre appartement. Elle range son téléphone, elle entre, elle sourit à ses collègues. Elle ne dit rien encore, parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Cette scène se répète ce mardi matin dans des dizaines de magasins à travers toute la France. La procédure de redressement judiciaire est une réalité juridique précise. Elle signifie que l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses dettes avec ses ressources disponibles. Un administrateur judiciaire est nommé. Il dispose d'un délai, en général 6 mois, renouvelable, pour trouver une solution. Un repreneur, un plan de continuation ou, à défaut, une liquidation. Pour les employés, cette réalité juridique se traduit par une question unique, obsédante, qui s'installe dès le premier jour et ne les quittera plus pendant des mois. Est-ce que j'aurai encore un travail dans 6 mois? Les semaines qui suivent sont une épreuve d'endurance psychologique. Les réunions d'information se succèdent, d'abord rares et vagues, puis plus fréquentes à mesure que la pression syndicale s'intensifie. Les représentants du personnel multiplient les demandes de transparence. L'administrateur judiciaire communique ce qu'il peut, quand il peut. Mais l'incertitude est structurelle. Personne ne sait encore qui va reprendre l'enseigne, à quelles conditions, pour combien de magasins. Pendant ce temps, les clients continuent de venir, et c'est peut-être la dimension la plus étrange de cette période. Les magasins sont ouverts, les rayons sont approvisionnés, plus ou moins normalement. Les vendeurs sont là, souriants, professionnels. De l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Un client qui n'aurait pas suivi l'actualité économique n'aurait vu aucune différence. Mais derrière les sourires, il y a une tension que les mots ne suffisent pas à décrire. Servir un client avec le même enthousiasme qu'avant, quand on ne sait pas si le magasin sera encore ouvert dans 3 mois, c'est un effort considérable. Un effort que ses employés ont fourni, jour après jour, avec une dignité remarquable. Certains clients, les plus fidèles, les plus attentifs, sentent quelque chose. Ils posent des questions. Ils expriment leur inquiétude. Ils disent, et c'est touchant dans sa simplicité, qu'ils ne veulent pas que le magasin ferme, que ce magasin fait partie de leur quotidien, qu'ils y viennent depuis 20 ans. Ces témoignages de fidélité, dans ces circonstances, ont quelque chose de douloureux, parce qu'ils rappellent ce qui est en jeu. Pas seulement des emplois, pas seulement une enseigne commerciale, mais des liens, des habitudes,
Des petits rituels du quotidien qui semblent insignifiants de l'extérieur et qui constituent, pour les personnes concernées, une part réelle de leur vie. Les repreneurs potentiels se manifestent progressivement. Plusieurs acteurs du secteur examinent le dossier. Des fonds d'investissement, des groupes de distribution sportive étrangers, des entrepreneurs français, chacun commande ses audits, évalue les baux commerciaux, analyse les performances magasin par magasin. Certains se retirent rapidement. Les loyers de certains emplacements sont trop élevés, les rénovations nécessaires trop coûteuses, d'autres restent dans la course. La presse économique suit le dossier de près. Les noms de repreneurs potentiels circulent, sont démentis, ressurgissent. Chaque information nouvelle génère une vague d'espoir ou d'inquiétude dans les équipes. Les syndicats scrutent chaque déclaration. Les directeurs de magasins relaient ce qu'ils peuvent, taisent ce qu'ils ne comprennent pas encore. Puis vient le moment des décisions. Au printemps 2023, le tribunal de commerce de Grenoble, retour symbolique à la ville des origines, examine les offres de reprise. La décision qui tombe est partielle. Une partie des magasins sera reprise, une autre partie sera liquidée, les listes circulent, les magasins repris, les magasins fermés. Pour les équipes concernées par la fermeture, c'est la confirmation de ce qu'elles redoutaient depuis des mois. Pour celles concernées par la reprise, c'est un soulagement mêlé d'incertitude. Reprendre par qui? Dans quelles conditions? Avec quels engagements sur l'emploi? Dans les magasins condamnés à la fermeture, les dernières semaines ont une texture particulière. Les stocks sont liquidés, les prix baissent pas progressivement, moins 10%, puis moins 20, puis moins 30. Les clients affluent, attirés par les promotions. Il y a quelque chose d'indécent dans cette affluence tardive. Ces mêmes clients qui auraient pu venir plus tôt, plus régulièrement, et qui se précipitent maintenant pour profiter des derniers jours d'une enseigne mourante. Les rayons se vident peu à peu, les présentoirs sont démontés, les réserves se dégarnissent. Le magasin qui était, il y a quelques mois encore, un espace vivant, coloré, animé, prend progressivement l'apparence d'un lieu abandonné, même avant que les portes soient officiellement fermées. Le dernier jour, dans un magasin de la région parisienne, une employée qui travaille là depuis 11 ans range les derniers articles, démonte les derniers présentoirs, éteint les derniers écrans. Elle balaie une surface de vente vide, elle regarde une dernière fois les murs où les publicités Nike et Adidas ont laissé des rectangles clairs sur la peinture fanée. Elle prend son badge. Elle le pose sur le comptoir. Elle sort. Elle ferme la porte derrière elle. Ce geste simple, fermer une porte pour la dernière fois après 11 ans, contient tout ce que les bilans financiers et les communiqués de presse sont incapables d'exprimer. À l'extérieur, la vie continue normalement. Les passants passent. La rue est la même qu'avant. Dans quelques semaines, un autre commerce s'installera peut-être ici, où l'espace restera vide, comme tant d'autres vitrines, dans tant d'autres rues, de tant d'autres villes françaises. GoSport n'est pas mort d'un coup. Il s'est effacé progressivement, magasin par magasin, jour après jour, badge après badge posé sur un comptoir vide. Et quelque part dans cette ville, ce soir-là, un enfant qui avait reçu sa première paire de Nike dans ce magasin 10 ans plus tôt ne sait pas encore que l'endroit où ce souvenir est né n'existe plus. Quand un lieu disparaît, qu'est-ce qui reste vraiment? Le bâtiment ou la mémoire de ce qu'on y a vécu? Quand la poussière retombe, il faut regarder ce qui reste. Ce qui reste en 2023, après le redressement judiciaire de GoSport, c'est un paysage commercial profondément reconfiguré. Certains magasins ont trouvé un repreneur, d'autres ont fermé définitivement. La marque survit, le nom existe encore, les enseignes brillent encore dans quelques centres commerciaux. Mais GoSport, tel qu'il a existé pendant 45 ans, tel que des millions de Français l'ont connu et aimé, n'est plus. Le premier bénéficiaire de cette disparition partielle s'appelle Decathlon. C'est l'ironie cruelle de cette histoire. L'enseigne de Villeneuve-d'Ascq, qui a coexisté pendant des décennies avec GoSport dans une concurrence parfois féroce, n'a pas eu besoin de tuer son rival. Elle a simplement attendu. Elle a construit patiemment son modèle. Marque propre, prix bas, infrastructure digitale solide, expansion internationale maîtrisée, pendant que GoSport s'affaiblissait sous le poids des décisions de sa maison mère. Aujourd'hui, Decathlon est sans concurrent direct de taille comparable sur le marché français du sport.
Cette position dominante n'est pas le fruit d'une guerre commerciale. C'est le résultat d'une cohérence stratégique maintenue sur 20 ans face à un adversaire qui n'a pas eu les moyens ou la liberté de se transformer. Les autres héritiers sont plus discrets. Intersport et Sport 2000, les deux autres grandes enseignes du sport en France, ont récupéré une partie des emplacements libérés par GoSport dans certains centres commerciaux. Ils ont absorbé quelques équipes, quelques clients fidèles à la recherche d'une alternative. Mais aucun des deux n'a l'envergure ni la vision pour combler réellement le vide laissé. Le commerce en ligne, lui, n'a pas attendu. Zalando, Amazon, les sites des marques elles-mêmes, Nike.com, Adidas.com, ont capté une part significative des clients qui achetaient que chez GoSport. Ces clients n'ont pas disparu, ils ont migré vers des plateformes qui proposent exactement les mêmes produits, souvent moins chers, toujours disponibles, sans avoir besoin de se déplacer. Et c'est peut-être là la leçon la plus dure à entendre pour l'ensemble du secteur. Le modèle du grand magasin de sport multimarque, tel qu'il a été inventé dans les années 1970 et perfectionné dans les années 1990, n'est plus viable dans sa forme originale. Il reposait sur deux avantages, le choix et l'expertise, qui ont été progressivement érodés par des forces que personne n'a su anticiper avec suffisamment d'acuité. Le choix est désormais infini en ligne. Et l'expertise, quand elle n'est pas entretenue et valorisée, devient invisible aux yeux d'un consommateur qui peut lire 1000 avis clients en 30 secondes sur son téléphone. Ce n'est pas une fatalité. C'est un choix, ou plutôt une série d'absences de choix, car des enseignes ont réussi à traverser cette transformation. Des commerces de sport spécialisés, running, vélo, outdoor, ont trouvé leur place en construisant une expertise reconnue, une communauté fidèle, une expérience en magasin irremplaçable. La spécialisation a sauvé là où la généralisation a tué. GoSport, pris entre ses obligations vis-à-vis d'un groupe endetté et la nécessité de se réinventer, n'a jamais eu la liberté de faire ce choix. Pour les 2400 employés concernés par la crise, l'après est une réalité concrète et souvent difficile. Ceux dont les magasins ont été repris ont, pour la plupart, conservé leur poste, du moins dans un premier temps. Mais la reprise s'accompagne inévitablement de restructuration, de redéfinition de postes, de nouvelles directions qui imposent de nouvelles méthodes. Après des années dans une même maison, ce changement brutal est une épreuve en soi. Ceux dont les magasins ont fermé se sont retrouvés sur le marché du travail avec des profils solides. Expérience commerciale, connaissance produit, sens du service client, mais dans un secteur en contraction. Certains ont trouvé rapidement chez Decathlon, chez Intersport, dans d'autres enseignes de distribution. D'autres ont mis des mois. D'autres encore ont changé de secteur entièrement, tirant un trait sur des années de carrière construite autour d'une enseigne qui n'existe plus. Personne ne leur avait demandé leur avis sur les décisions qui ont conduit à cette situation. Et c'est peut-être la question qui résonne le plus longtemps après que les portes ont fermé. Pas la question de savoir si GoSport aurait pu survivre avec de meilleurs dirigeants, une meilleure stratégie digitale, un actionnaire moins endetté, même si toutes ces questions ont leur pertinence. Mais la question plus fondamentale, plus humaine, de ce que nous devons aux personnes qui construisent une entreprise avec leur travail quotidien. Ces employés ont donné leurs meilleures années à une enseigne. Ils l'ont portée. Ils lui ont donné son visage humain, sa chaleur, sa crédibilité aux yeux des clients. Et quand l'édifice s'est effondré, ils ont été les derniers informés et les premiers à en payer le prix. Qu'est-ce que cela dit de la façon dont nous construisons nos entreprises et de ce que nous leur devons en retour? Fermez les yeux un instant, pas pour longtemps. Juste le temps de retrouver quelque chose. Un samedi après-midi. La lumière particulière des centres commerciaux, cette clarté artificielle et chaude qui efface les saisons. Les portes automatiques qui s'ouvrent sur un espace familier. L'odeur d'abord, ce mélange unique de caoutchouc neuf, de textile synthétique, d'air climatisé légèrement parfumé, qui est, pour toute une génération, indissociable d'un sentiment précis. Le sentiment d'être au bon endroit. Les rangées de chaussures sous leurs spots lumineux. Les maillots pliés en colonne parfaite. Les ballons alignés du plus petit au plus grand. Les raquettes suspendues comme des œuvres exposées.
Et quelque part dans ce magasin, un enfant qui tient quelque chose entre ses mains pour la première fois, une paire de Nike, un ballon de foot, un casque de vélo, et qui ne sait pas encore que ce moment, si ordinaire en apparence, il s'en souviendra toute sa vie. Un vendeur s'approche. Il connaît son rayon par cœur. Il pose les bonnes questions. Il ne cherche pas à vendre. Il cherche à trouver ce qui convient vraiment. Il y a dans ce geste simple une forme de respect qui ne coûte rien et qui vaut tout. C'était Gosport. Pas tous les jours, pas dans tous les magasins, pas jusqu'à la fin. Mais pendant longtemps, pendant les meilleures années, c'était exactement cela. Gosport n'était pas qu'un commerce. Cette affirmation pourrait sembler excessive. Une enseigne de sport reste une enseigne de sport. Des produits, des prix, des marges, des bilans. Mais il y a des lieux qui font plus que vendre. Des lieux qui permettent. Qui ouvrent des portes que d'autres maintiendraient fermées. GoSport a permis à des millions de familles françaises ordinaires, pas riches, pas pauvres, juste ordinaires, d'accéder au monde des grandes marques sportives à une époque où ces marques représentaient quelque chose. Nike n'était pas seulement une chaussure, c'était une appartenance, une façon de dire au monde qu'on existait, qu'on était capable, qu'on avait le droit de courir, de jouer, de concourir comme n'importe qui d'autre. Gosport a été ce passeur. Pour l'enfant de la banlieue dont les parents ne pouvaient pas s'offrir les boutiques des grandes rues commerçantes, Gosport était accessible. Pour la famille qui préparait la classe de neige de février avec un budget serré, GoSport proposait des solutions. Pour l'adolescent qui voulait, pour une fois, apporter quelque chose de vrai, pas une imitation, pas un générique, mais le vrai, GoSport était là. Ce rôle de démocratisation, rendre le désirable accessible, est une fonction sociale réelle. Pas glamour, pas visible dans les rapports annuels, mais réelle. Et quand cette fonction disparaît, quelque chose disparaît avec elle que les bilans comptables ne savent pas mesurer. Il y a aussi ce que GoSport représentait pour les communautés où il s'installait. Dans des villes moyennes, dans des centres commerciaux de périphérie, l'enseigne était souvent l'un des employeurs les plus appréciés, parce qu'elle recrutait des jeunes, parce qu'elle les formait, parce qu'elle leur donnait une première expérience professionnelle dans un environnement qui avait du sens pour eux. Des milliers de premières embauches, des milliers de premières responsabilités, des milliers de personnes qui ont appris à travailler en équipe, à servir un client, à s'organiser. Dans un magasin GoSport, cet héritage humain ne figure dans aucune nécrologie de l'enseigne. Mais il est réel. Et puis il y a les moments. Ces moments collectifs, la Coupe du Monde 1998, le Tour de France, les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, où GoSport était le lieu où la France se retrouvait pour célébrer quelque chose ensemble. Pas un stade, pas une place publique, un magasin, un simple magasin, mais un magasin où les gens se croisaient, se parlaient, partageaient un enthousiasme commun. Ces moments ne reviendront pas dans la même forme, parce que le commerce a changé, parce que les habitudes ont changé, parce que l'on commande désormais depuis son canapé ce qu'on allait autrefois chercher ensemble, dans un lieu partagé. Ce n'est pas nécessairement une perte à pleurer, c'est simplement une transformation dont il faut mesurer le prix, pas en euros, mais en liens humains dissous, en rituels collectifs disparus, en espaces communs qui n'ont pas trouvé d'équivalent. Gosport est parti comme il avait vécu, discrètement, sans cérémonie, sans que grand monde lui dise au revoir comme il le méritait. Les portes ont fermé, les enseignes ont été décrochées, les murs ont été repeints, la vie a continué. Mais quelque chose demeure. Dans la mémoire de l'employé qui a passé 20 ans de sa vie professionnelle dans ces magasins et qui sait, mieux que quiconque, ce que cela signifie de construire quelque chose avec ses mains, son temps, son engagement, et de voir cela défait par des décisions prises loin de lui. Dans la mémoire du client, qui se souvient encore de la première fois qu'il a tenu une paire de Nike entre ses mains, dans quel magasin, quelle ville, quelle année, avec qui il était ce jour-là. Dans la mémoire de l'enfant devenu adulte qui, passant devant un ancien emplacement GoSport, transformé en autre chose, ralentit imperceptiblement, sans savoir exactement pourquoi, comme si quelque chose dans ce lieu lui était encore familier. Ces mémoires ne sont pas nostalgiques au sens faible du terme. Elles ne pleurent pas un passé idéalisé. Elles témoignent de quelque chose de plus simple et de plus solide, qu'un lieu peut compter,
qu'une enseigne peut tisser des liens réels entre des gens réels, que ce qui se passe dans un magasin de sport un samedi après-midi, un père et son fils, une mère et sa fille, un adolescent et son premier choix autonome, n'est pas anodin. GoSport n'était pas parfait. Aucune entreprise ne l'est. Mais pendant longtemps, il a fait quelque chose de juste. Il a ouvert des portes, et les personnes qui sont passées par ces portes, pour acheter, pour travailler, pour grandir, méritaient mieux que la fin qu'on lui a réservée.